Bonjour! Dans le cadre du cours de neurosciences, nous allons vous présenter l'encéphalite herpétique. Mise en garde, ceci est un travail étudiant sans aucune valeur médicale. Aussi, cette présentation ne contient aucun contenu tiré de sources protégées par des droits d'auteur. L'herpès est un phénomène bien connu dans le monde puisqu'il est très répandu chez l'adulte, qu'il soit buccal ou génital. Cependant, l'infection par le virus qui cause l'herpès est peut-être courant, mais ce qui l'est moins est sa manifestation sous forme d'encéphalite. L'encéphalite herpétique est causée par le virus de l'herpès simplex, très souvent de type 1 et parfois de type 2. Le virus reste présent dans le corps pour la vie, mais n'est pas toujours actif. Il reste latent dans les ganglions des nerfs sensitifs. Mais pour une raison mal comprise, il arrive qu'il se réactive, remonte et entraîne une infection virale sévère du système nerveux central et entraîne une inflammation des tissus cérébraux. C'est la cause la plus fréquente d'encéphalite grave et mortelle dans le monde. Le taux de mortalité est élevé et seulement une faible proportion des personnes touchées récupèrent complètement. Voici maintenant les structures neurologiques qui sont impliquées dans cette infection. D'abord, les lobes temporaux sont très atteints. Plus précisément, le lobe temporomédian, qui comprend l'hippocampe, qui sont essentiels pour la mémoire épisodique. Le lobe temporal gauche, lui, joue un rôle clé dans la compréhension du langage. L'amygdale, elle, participe aux réactions et à la régulation émotionnelle avec le cortex orbitofrontal présent dans le lobe frontal. L'amygdale et l'hippocampe font, eux, partie du système limbique situé au centre du cerveau, un système impliqué dans la mémoire et les émotions. Les lobes frontaux peuvent également être touchés. Ils sont impliqués dans les fonctions cognitives supérieures ainsi que dans une partie importante de la régulation des émotions et du comportement. L'encéphalite herpétique commence par une infection primaire. Le virus va venir pénétrer dans l'organisme par une muqueuse ou par une peau endommagée, puis va venir remonter au niveau des nerfs sensitifs afin de se loger dans leurs ganglions où il reste à vie. Parfois, ce virus se réactive. C'est à ce moment qu'il va venir se propager vers le cerveau. Le virus migre surtout via les nerfs trijumeaux, expliquant son atteinte fréquente des lobes frontaux et d'une partie du système limbique, et aussi parfois par les nerfs olfactifs, ce qui touche le cortex orbitofrontal, les lobes temporaux, l'amygdale et l'hippocampe. Une fois dans le cerveau, le virus détruit les neurones soit par lyse virale, donc la cellule éclate pour libérer de nouveau le virus, ou soit par un déclenchement d'apoptose, c'est-à-dire un suicide cellulaire programmé. Ceci entraîne une nécrose aiguë du tissu cérébral. Par la suite, le corps va avoir une réaction immunitaire. Donc, le système immunitaire va déclencher une inflammation intense du cortex et du sous-cortex pour lutter contre l'infection. Plusieurs conséquences vont venir suivre l'inflammation. En effet, ceci va entraîner la mort des cellules infectées et des cellules par apoptose. Il va y avoir ainsi une grande destruction des tissus neuronaux. Un œdème cérébral, lui, va augmenter la pression intracrânienne, comprimant les structures voisines et endommageant les petits vaisseaux sanguins, entraînant des microsegments. Ceci va venir aggraver la pression intracrânienne, réduire l'oxygénation du cerveau et donc entraîner une ischémie, ce qui cause une perturbation du fonctionnement des neurones. Alors, pour le reste de la vidéo, nous avons décidé de vous illustrer les impacts fonctionnels et le rôle de l'ergothérapeute à l'aide d'une situation clinique fictive. Donc, notre cliente s'appelle Élise, elle a 52 ans, elle est technicienne informatique de formation et mère de 2 enfants, puis elle vit depuis environ 6 mois avec des séquelles d'une encéphalite herpétique. Ainsi, elle se retrouve à vivre plusieurs difficultés dans sa vie quotidienne, ce qui nous permettra de mieux comprendre quels processus cognitifs ont été affectés par cette maladie. Tout d'abord, Élise se retrouve à avoir des difficultés au travail, telles que des déficits au niveau de la mémoire et de la cognition. Par exemple, il est difficile pour elle de faire de nouveaux apprentissages. Ça peut être apprendre un nouveau logiciel ou compléter une tâche comportant plusieurs étapes. De plus, elle a des difficultés à retenir les consignes données par l'employeur en raison de ses déficits. Ceci s'expliquerait par le fait que sur le plan neurologique, l'encéphalite herpétique touche le lobe temporal médian, l'hippocampe ainsi que des composantes du système limbique. Par conséquent, ces structures jouent un rôle central dans l'encodage et la consolidation mnésique. De plus, l'atteinte de l'hippocampe et par conséquent du circuit de Papez engendre une amnésie antérograde, expliquant sa difficulté à apprendre de nouvelles informations et à s'en souvenir. Ainsi, ces atteintes limitent directement la capacité d'Élise à s'acquitter pleinement de ses responsabilités professionnelles, l'obligeant à consulter constamment l'information théorique pour compenser ses difficultés. Vous comprendrez donc qu'Élise perd beaucoup de temps à chercher l'information dans les courriels de ses employeurs et cela finit par avoir des impacts sur son estime de soi. Maintenant, je vais vous présenter
Le deuxième impact fonctionnel qui concerne le langage et la communication, on va regarder au niveau de l'occupation impactée, qui soit de parler au téléphone avec un proche. Donc, depuis son encéphalite herpétique, Élise éprouve des difficultés lorsqu'elle parle au téléphone avec sa mère. Elle a particulièrement du mal à suivre le fil de la conversation, à se souvenir des informations échangées et à répondre de manière appropriée parce qu'elle ne bénéficie pas d'indices visuels présents comme dans les interactions en personne. Sur le plan fonctionnel, elle cherche souvent ses mots, ce qu'on appelle l'anomie. Elle comprend difficilement les longues phrases ou celles qui sont complexes et elle a du mal à suivre le fil d'une conversation. Tout ça entraîne parfois des malentendus et une réduction de sa participation aux échanges. Sur le plan neurologique, l'encéphalite a touché le cortex temporal gauche, incluant l'aire de Wernicke, qui est une région essentielle à la compréhension du langage et au traitement sémantique. Donc, l'atteinte de cette zone compromet la capacité d'Élise à décoder et organiser le sens des mots, ce qui rend la compréhension verbale laborieuse et ça entraîne des difficultés à maintenir son attention sur le contenu de la conversation. Maintenant, pour ce qui est du troisième impact fonctionnel, on a choisi d'aborder les changements au niveau du comportement et des émotions au travers de l'occupation des jeux de société en famille. Donc, suite à son encéphalite herpétique, Élise éprouve des difficultés à participer aux jeux de société avec ses enfants, ce qui est une activité familiale qui est très significative pour elle. Les interactions deviennent de plus en plus compliquées en raison de changements fréquents de comportement et d'humeur. Par exemple, Élise a de la difficulté à percevoir le jeu comme une activité amusante et non compétitive, ce qui ajoute une source de frustration et complique davantage sa participation aux jeux de société, qui est un moment très cher pour elle avec ses enfants. Sur le plan neurologique, l'atteinte du cortex orbitofrontal entraîne des modifications de la personnalité, avec de l'impulsivité, de l'agressivité et une désinhibition sociale, tandis que l'atteinte de l'amygdale augmente l'anxiété et la peur. Ces altérations se traduisent par des comportements irréguliers et une irritabilité accrue, rendant les interactions ludiques difficiles et frustrantes et limitant la participation d'Élise à cette occupation qui est très chère à ses yeux, puis autant qu'elle passe avec ses enfants. Pour aborder le rôle de l'ergothérapeute dans l'encéphalite herpétique, nous allons suivre une approche top-down. Nous allons d'abord partir des occupations réelles touchées chez la personne, comme la mémoire, le langage et le comportement. Pour illustrer ces impacts, nous allons reprendre notre vignette clinique d'Élise, 52 ans. Lors de son hospitalisation, elle présente de la confusion, des difficultés importantes à parler, ainsi qu'une désorientation. Après sa stabilisation en phase aiguë, elle est transférée en réadaptation intensive à l'URFI. Le rôle de l'ergo en phase aiguë à l'hôpital. Donc, à l'hôpital, les interventions de l'ergothérapeute ont un objectif prioritaire qui est d'assurer la sécurité de l'Élise. Les atteintes temporales et frontales peuvent causer de l'impulsivité, de la désorientation et une surcharge sensorielle. Donc, concrètement, on va mettre en place une surveillance adaptée, la réduction des stimuli auditifs, l'orientation dans l'espace à l'aide de repères visuels, d'un calendrier et d'une horloge, un tableau d'information quotidien pour structurer sa journée et une évaluation rapide des AVQ de base. On va également accompagner la famille d'Élise pour les aider à comprendre les changements soudains observés chez celle-ci. L'objectif est de stabiliser et de préparer la transition vers la réadaptation. À l'URFI, l'approche de l'ergothérapeute reste encore top-down. On va partir des activités concrètes qu'Élise souhaite reprendre. On va se concentrer sur ses AVQ et ses AVD comme s'habiller, cuisiner ou organiser sa journée, ses difficultés de mémoire, de langage et de régulation émotionnelle qui deviennent très apparentes. Pour soutenir sa mémoire, on va utiliser des agendas visuels, des routines structurées, des rappels visuels et des alarmes. Pour le langage, on va travailler avec des supports visuels, des mots-clés et de l'entraînement conversationnel, parfois en collaboration avec l'orthophoniste. Pour le comportement, on propose des jeux collaboratifs à tour de rôle, des outils de régulation émotionnelle et la structuration des règles afin de réduire la frustration et la désinhibition. On travaille aussi la participation sociale, la gestion des émotions
et l'engagement dans les activités significatives toujours en lien avec les atteintes frontotemporales et limbiques. Bref, l'ergothérapie accompagne Élise à chaque étape de son rétablissement en partant toujours des occupations significatives et en tenant compte des impacts directs des lésions temporales, frontales et limbiques. C'est ce qui lui permet de retrouver progressivement une autonomie et une participation satisfaisante dans son quotidien.